Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Match nul un but partout ce soir entre l'Italie et la Suisse. Il faudra batailler pour se qualifier. Ouverture du score suisse de Widmer qui reprend un bon centre d'Okafor aux abords de la surface à la 11e minute. Égalisation de Di Lorenzo qui reprend de la tête à la 36e. Un coup franc d'Insigne. A noter que Jorginho, comme à l'aller, a raté un penalty. J'accueille ce soir les dépités Superio et Rango. Salut à vous. Salut. Superio, que ce fut lent, ennuyeux et faible techniquement côté italien. Oui, hein, franchement, depuis le sacre européen du mois de juillet, la Nazionale n'est plus que l'ombre d'elle-même, hein. Il y a eu deux victoires depuis, contre une faible Lituanie et contre la Belgique avec des Belges qui ont touché trois fois le montant. Et ce soir, c'était lamentable. Après, l'Italie, elle se trouve dans une situation compliquée et revit les moments de 2017, ne peut s'en prendre qu'à elle-même, hein. Un match nul à domicile contre la Bulgarie, et deux matchs nuls contre la Suisse, avec deux pénaltys ratés par Jorginho sur les deux matchs. On peut s'en prendre qu'à soi-même dans des circonstances comme celle-là. Rango, dès la finale de l'Euro, Gali relativisait la prestation italienne pendant comment dire, l'émission spéciale Italianité. J'avais dit attention, l'Italie a été forte collectivement, mais Mancini a réalisé un miracle avec les joueurs qu'il avait à disposition. Et c'est vrai que depuis l'Euro, comme le rappelle Superio, on n'a pas vu une bonne Italie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, elle se met vraiment dans la panade toute seule, c'est-à-dire que c'est phénoménal. On n'a pas un adversaire extraordinaire en face de nous, mais aucune créativité, aucun changement de rythme, aucune capacité de surprendre l'adversaire. Si je compte les occasions, il n'y a vraiment pas grand-chose, en tout cas rien de franc. Qu'en as-tu pensé? Pas grand-chose, match très déprimant, très frustrant quand on est derrière son poste. Alors c'est vrai que depuis la fin de l'Euro, la nationale n'a jamais été très en vert, très conquérant, très ambitieux sur le terrain. On pouvait mettre ça sur plusieurs facteurs. On a parlé du fait que l'Italie a généralement du mal pour les matchs du mois de septembre, ce qui est vrai. On peut aussi parler d'un possible relâchement du champion. Après une victoire, les joueurs se relâchent un peu. Mais si on avait un match décisif contre une équipe avec laquelle on a égalité de points et avec laquelle la première place est à jouer pour ce groupe, c'était important de gagner aujourd'hui, d'autant plus lorsqu'on a encaissé le premier but, puisque à la différence de but, les Suisses sont devant maintenant. Et voilà, il manquait beaucoup de choses aujourd'hui sur le terrain. Il y a des leaders qui ont été complètement absents. C'est difficile de cibler un joueur tellement je vais pas parler de naufrage, enfin, un peu, faut relativiser quand même ce qu'on dit, mais tellement c'était collectif. On a souligné pendant tout l'Euro la force du groupe italien et aujourd'hui, j'ai vraiment pas vu un collectif sur le terrain. Je voyais des joueurs qui étaient un peu perdus par-ci par-là, mais ça manquait de liant, ça manquait de dynamisme, d'activité, ça manquait de tout, d'appel, de justesse technique, d'application. Enfin voilà, beaucoup de choses, beaucoup trop de choses qui manquaient pour obtenir un résultat ce soir. Et voilà, on sort. Certes, on ne perd pas, mais bon, c'était aussi ce que la Suisse était venue chercher, je pense, en Italie. Mais voilà, ce sera probablement pas suffisant, en tout cas, puisqu'il reste un match. Donc voilà, les barrages commencent à s'apercevoir sur la route. Alors je vais me corriger parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas eu d'occasion franche. Si, il y a une grosse occasion à la 22e, à 2 mètres du but. Barella trouve le moyen de frapper sur le gardien alors que le but franchement était quasi tout fait. Il y a également évidemment ce penalty manqué par Jorginho à la 90e et surtout cette frappe d'Insigne repoussée par Zomer à la 76e. Superio, c'est vrai que le jeu italien est extrêmement stéréotypé et c'est vrai que le milieu de terrain a pris l'eau de toutes parts, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. La défense n'est pas sereine et puis surtout devant. Je veux dire, on s'en remet systématiquement à Chiesa pour qu'il nous réalise un exploit individuel. Alors ça marche parfois, mais enfin, on peut pas, quand tu t'appelles l'Italie, tout focaliser sur un joueur. Et c'est vrai qu'il y a quelques arnaqueurs. On a parlé d'Insigne à plusieurs reprises, on a parlé de Bellotti, on avait parlé d'Immobile il fut un temps, à l'attaque italienne, à la pointe de l'attaque italienne. Oui, non, l'absence d'immobilier n'a pas vraiment fait discuter parce il est pas toujours, quand je dis il n'est pas toujours bon en équipe d'Italie, c'est presque une constante, hein. Il n'a pas le même rendement qu'à la Lazio. Bellotti revient de blessure et certes plus fonctionnel avec le jeu de Mancini, mais n'a absolument pas pesé dans les débats, hein. Finalement, Chiesa a été une déception. Insigne, n'en parlons pas. Celui qui a tiré un petit peu son épingle du jeu, c'est Berardi qui provoque le pénalty, fait deux ou trois bonnes choses. Mais encore une fois, le bilan est très léger. Je voudrais juste revenir sur les convocations. J'étais vraiment très surpris, voire même énervé que Mancini ne parie pas sur Di Marco de l'Inter, qui est jeune, qui est italien, qui joue à gauche, qui joue
en Ligue des Champions et qui a vraiment un gros potentiel et qui est en pied de bourre en ce moment. Plutôt qu'un Emerson qui prend l'eau en Ligue 1 régulièrement, j'aurais préféré voir Di Marco. Après, on paye le manque de réserve en attaque. Ça fait quelques années qu'on n'a plus de grand numéro 9. Il y a eu l'éphémère Balotelli, mais le dernier grand numéro 9, c'est Tony en 2006. Oui, alors on sait pourquoi on n'a pas de grand numéro 9, on sait pourquoi on n'a pas de relève à Bonucci Chiellini, et on va pas épiloguer, on a fait une émission spéciale de 3 heures là-dessus, mais ce qui est vrai c'est qu'avec les joueurs à disposition, on pourrait peut-être quand même espérer mieux. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, il y a un réservoir qui nous offre peu de marge, pas de marge du tout d'ailleurs, il faut que l'Italie soit à 200%, même si j'aime pas cette expression, pour surclasser ses adversaires. Mais c'est vrai, Rango, que c'est assez navrant, et il y a peut-être aussi un gros déficit dans le secteur aérien, parce que moi par exemple quand je vois rentrer Raspadori, quand je vois Insigne en pointe, je me dis mais on a Scamacca sur le banc. Alors Scamacca c'est pas Ronaldo, on est d'accord, mais peut-être que pour peser dans la défense adverse et pour mettre la tête sur les coups de pied arrêtés, c'est plus efficace que Raspadori, contre qui je n'ai rien d'ailleurs, ou Insigne. Je pense qu'il y a des choix qui sont discutables de la part de Mancini, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas lui que j'ai envie de pointer du doigt. C'est plutôt les joueurs qui étaient sur le terrain et principalement les titulaires qui n'ont vraiment pas été au niveau. Et je rejoins un peu Superlio quand il parlait des attaquants en disant que Berardi avait tiré un peu son épingle du jeu. J'ai envie de dire la même chose pour Tonali quand il est rentré au milieu de terrain, parce que la rencontre de Locatelli ou celle de Barella, c'était clairement insuffisant. Donc voilà, après, Mancini a fait le choix de faire rentrer Raspadori. Apparemment, il avait fait chauffer les deux, donc lui et Scamacca. Et à la finale, en finale, il a choisi le profil un peu plus petit, un peu plus technique. Après, je suis pas certain que ça aurait changé la donne si Scamacca était rentré. On parle pas non plus d'un Luca Toni comme on a pu parler Non, non, mais je dis précédemment. pas ça, mais il y a eu beaucoup de ballons aériens qui étaient pas pris par nos attaquants, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire un centre en l'air ou de tirer les corners si jamais il y a personne pour mettre la tête, quoi. Oui, bah voilà, après les corners, on peut parler aussi des phases sur corner. Enfin, c'était assez particulier la manière dont étaient tirés les corners, avec systématiquement un joueur qui allait faire semblant de jouer à deux pour s'écarter, le groupe qui était fort rentré vers l'axe du but pour ensuite revenir en reculant. C'est difficile de mettre de la puissance dans un ballon quand on est en reculant. D'ailleurs, il y a peu de corners, enfin, si je me souviens bien, qui ont abouti à quelque chose. Donc effectivement, il manquait peut-être un point de fixation devant, mais après, il n'y avait pas non plus les débordements des arrêts latéraux ou même les provocations des ailiers pour venir amener ce ballon dans la surface. Donc voilà, ce serait un peu réducteur de dire que c'est un problème devant. Je pense que le problème principal aujourd'hui, il était au milieu de terrain, mais il n'y a aucun compartiment du jeu où l'Italie a été bonne de toute manière. Sur ce point, nous sommes d'accord. J'ai essayé de mettre en évidence, mettre en lumière un point particulier, mais je partage ton avis sur le milieu de terrain, et notamment sur Barella qui déçoit depuis longtemps, depuis très longtemps. La dernière fois qu'on a vu Barella vraiment bon avec la nationale, je crois que c'était en qualif pour l'Euro. Même à l'Euro, il est passé totalement à côté, mais Superlio voulait réagir. Pour Barella, je suis pas tout à fait d'accord parce que le début d'Euro est plutôt moyen, mais il avait haussé son niveau contre les Belges. Je pense que son meilleur match était contre les Belges en quart de finale, outre son but. Je voudrais juste revenir sur le penalty, parce que Jorginho en est à 3 pénaux ratés. Après, bien entendu, moi et mes faibles compétences de tireur de penalty ne feront pas l'affaire, mais je veux dire, il est sur une dynamique qui était mauvaise. Pourquoi ne pas laisser ce penalty à un Bonucci ou à un Berardi qui les mettent Mais c'est pas dernièrement? Mancini qui décide des tireurs, de la hiérarchie? Peut-être, mais dans ce cas-là, alors qu'il sort de 2 gros échecs sur les pénaux, lui confier ce pénal, c'est assez difficile. Mais encore une fois, Mancini, j'ai pas trop envie de lui taper dessus, mais c'est vraiment ses joueurs. Parce que en septembre, quand les éliminatoires reprennent, faire 1-1 contre la Bulgarie qui est avant-dernier et qui a une seule occasion, c'est déjà honteux. Et le match aller en Suisse, il y a le penalty raté, il y a un face-à-face raté par Berardi. Il y a largement de quoi éviter la psychose de 2017. Après, l'Italie peut encore s'en sortir, c'est jamais. Les Bulgares peuvent accrocher les Suisses et la différence de but avec une victoire en Irlande du Nord peut changer les choses, mais arriver dans une telle situation, c'est honteux. C'est honteux, mais c'est souvent répétitif. Franchement, en 6 mois, c'est un résumé d'une trentaine d'années vécues à supporter l'équipe d'Italie. Beaucoup d'exploits, de moments joyeux et capable d'enchaîner une tristesse, un jeu vraiment moche
tout de suite après. Hein. Ça avait déjà été le cas en 2006, et je parle pas de 90 après le mondialé italien. À ceci près qu'à l'époque, on avait un vrai réservoir de joueurs entretenus par les clubs, et qu'on n'a plus. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile de construire une équipe vraiment compétitive sur la durée, avec, je le répète, une marge. Parce que si l'Italie n'est pas à 100% de ses capacités, collectivement j'entends, eh bien elle ne passe pas, parce que les vraies individualités de talent, il y en a, hein. Il y a du talent dans cette équipe, il y a du talent en Italie, il n'y a pas de problème. Mais il n'y en a pas 15 000 non plus, et il y a des gros trous, je pense à l'arrière droit, je pense à l'attaquant de pointe, je pense à la défense centrale si Chiellini n'est pas là, Chiellini qui pourra pas jusqu'à 50 ans, à ce fameux Barella là qui nous déçoit. Et Rango veut reprendre la parole. Oui, voilà, je voulais réagir une dernière fois par rapport à ce match-là, par rapport à Mancini plus globalement au staff, là où on peut peut-être leur en vouloir, et en tout cas là où la question mérite d'être posée, c'est au niveau de la préparation du match, parce que je pense qu'elle a été loupée. Quand on voit la manière avec laquelle l'Italie est rentrée dans ce match, il y a un problème, parce qu'on sait bien que ces joueurs-là, techniquement, physiquement, ils sont capables de beaucoup mieux. C'est qu'à un moment donné, il y avait un problème aussi dans les têtes. Il y avait probablement le traumatisme de l'élimination de la dernière Coupe du Monde qui restait dans les têtes. Bah, la préparation du match, elle n'a pas été bonne du tout. Parce que enfin voilà, on connaît tous ces joueurs-là, ils sont capables de beaucoup mieux. Il y avait un frein mental aujourd'hui, même quand on voit à la fin. Bon, après il y a eu le pénalty raté qui a encore rajouté une couche, mais quand on voit le contrôle de Donnarumma à la fin, qui peut offrir potentiellement un deuxième but à la Suisse. Enfin, il y a vraiment un problème, je pense, dans la préparation du match, qui n'a pas mis les joueurs dans de bonnes conditions, parce que physiquement, on a des joueurs quand même qui ont du coffre. Quand on pense à Barella, même si aujourd'hui je pense qu'il n'était pas à 100% parce qu'il s'est fait mal pendant le derby, et plusieurs fois Mancini lui a demandé pendant le match s'il était capable de continuer ou pas. Mais par exemple également à Di Lorenzo ou à Chiesa qui physiquement ont du répondant. Aujourd'hui, ils n'ont pas été capables d'apporter ça sur le terrain. Techniquement, des joueurs qui sont d'habitude très propres, comme Jorginho ou Bonucci, qui a une belle qualité de relance, même si ces derniers temps c'est un peu moins le cas. Ben, aujourd'hui, il y avait également beaucoup de déchets de leur Ou part. Donc... Locatelli, qui normalement est propre techniquement. Moi je l'ai jamais vu aussi mauvais, Locatelli. Hein. Ah, mais Locatelli, on l'a pas vu du tout aujourd'hui, honnêtement. Il aurait pu sortir à la mi-temps, il ne serait pas remonté sur le terrain, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc voilà, je pense qu'il y avait peut-être un problème mentalement au niveau de la préparation du match, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de tension sur le terrain, mais que les joueurs étaient crispés et qu'ils n'arrivaient pas à être libérés et à être capables de proposer quelque chose sur le terrain. J'arrive pas bien à exprimer ce que je pense, j'imagine que vous voyez là où je veux en venir. Ah oui, bien sûr, de toute façon, on sait bien que le défi mental dans ces cas-là est prépondérant. Sous Palio. Oui, je voulais dire aussi que la Suisse et notamment son sélectionneur ont mieux lu le match, hein, parce que finalement, si vous regardez bien les 20-25 premières minutes, c'est une leçon, hein, avec les transitions, les contre-attaques, la vitesse de leurs attaquants qui ont fait mal et les sorties de balles, c'était une véritable leçon. Hein. Le pressing a vraiment été impressionnant dans le bon sens du terme. Hein. Honnêtement, le début de match m'a rappelé le match contre l'Autriche en huitième de finale. Hein. Sauf que là, il y avait encore plus de talent côté suisse. Hein. Finalement, ce résultat, un partout, est totalement mérité. Les Suisses peuvent avoir un peu d'amertume. Hein. Après, on ne sait jamais ce qui va se passer avec le dernier match. Hein. La différence de but peut nous qualifier, mais honnêtement, ce match-là a été mal préparé et mal géré d'un point de vue tactique. Et encore une fois, certains choix de Mancini sont contestables dans les convocations, hein, notamment l'arrière gauche. Hein, je parlais de Di Marco tout à l'heure, mais quand on voit que Barella est sorti blessé, qu'un certain titularisé Tonali n'aurait pas été franchement bête. Hein. Tout comme Bastoni qui pouvait aussi apporter à la place d'Acerbi. Hein. Tant qu'à faire, autant préparer l'avenir hein, au niveau des centraux. Hein. Je pense que Bastoni est blessé. Je pense qu'il s'est fait mal pendant le derby. De mémoire, il doit avoir une contracture à la cuisse ou au mollet. Mais effectivement, quand on voit le niveau d'Acerbi ce soir, même un Romagnoli, je pense, ferait mieux. Ah oui, c'est ça le problème. Hein. On va avoir un problème au niveau des centraux. Hein. Bon, même parce que j'ai regardé le match des espoirs tout à l'heure. Piroga, Oconi, c'est pas mal en série B, mais
tant qu'ils n'auront pas leur chance pour jouer un peu plus haut et des matchs importants, on va stagner. Hein. Le seul espoir pour l'instant que je vois en Serie A, c'est Lovato à l'Atalanta qui joue pas du tout. Hein. Ah mais là tu viens de résumer le problème de 15, 20, 25 ans d'italophobie dans nos clubs. Hein, ça c'est quelque chose on fustige ça nous depuis des années. Donc qu'est-ce que tu veux? Effectivement, on a des jeunes performants, on l'a vu, ils obtiennent des résultats sur la scène internationale, en équipe d'Italie, espoir, etc. Mais nos clubs ne veulent pas leur donner leur chance, donc c'est comme ça. On est champion d'Europe, on est vice-champion d'Europe chez les U19, chez les U17 il y a 2 ans, et ces joueurs-là, on les voit pas, on sait pas ce qu'ils deviennent, c'est comme ça, c'est le football italien actuel. J'ai l'impression que vous avez déjà fait les individualités, moi. Alors je sais pas, y a-t-il un joueur à sauver sur ce match? Soupalio, tiens vas-y dis-nous, on a parlé de l'entrée de Tonali tout à l'heure éventuellement, y a-t-il un joueur un peu moins mauvais que les autres d'après toi? Moi, j'aurais dit Berardi, qui était une agréable surprise. Hein. Bon, outre le penalty, j'ai trouvé qu'il avait bien provoqué, apporté et fait des différences sur son côté. Hein. Sinon, le reste, énormément de déceptions. Après, si on veut sauver quelqu'un, allez, et encore, c'est très très généreux. Bonucci, par l'attitude et par ses anticipations, à la rigueur, mais le reste, honnêtement, c'est un match entre guillemets pourri. Hein. Rango. Je suis d'accord sur le choix de Bonucci au niveau des titulaires. C'est le seul que j'ai envie de sauver également, surtout qu'il n'a pas été aidé défensivement par Di Lorenzo et Acerbi, pour lequel il a sans cesse dû se rapprocher de lui et dédoubler les couvertures parce que le latéral faisait n'importe quoi. Donc oui, Bonucci, au niveau des entrants, c'est vrai que Tonali, Verardi ont fait de belles entrées et Cristante aussi en moindre mesure. Moi Mais j'étais un peu sinon, surpris de ne pas voir Pessina, que je préfère largement à Cristante et qui d'après moi est davantage capable de faire la différence devant le but. Vraiment je l'aurais bien vu rentrer à la place de Barella qui était aux fraises pardon, depuis très longtemps. Hein, donc, Pessina, il revient de blessure également. Il a plus joué depuis assez ah longtemps. d'accord, Il j'avais s'était oublié ça. blessé notamment pendant le match Milan-Atalanta sur la fameuse intervention de Tomori, où je Mais dans pense ces que cas-là faut pas le Pessina se sélectionner, je claque. veux dire, parce qu'il est sur le banc, dans ces cas-là ça sert à quoi? Voilà, donc il était là, il aurait peut-être pu rentrer en fin de match, mais je pense qu'il était à court de rythme. Mais effectivement, ça pose également la question de la profondeur de banc et du vivier italien. Supérieur réaction, puis ensuite si tu as un joueur, une mention particulière, on va pas parler de déception puisque tout le monde a déçu. Sur quel point voulais-tu réagir? Non, je veux dire, bon, c'est une répétition, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais cette Italie au niveau du jeu est différente depuis la blessure de Spinazzola qui faisait des différences dans son couloir gauche, qui apportait un surnombre et qui était énorme. Depuis sa blessure contre la Belgique, c'est plus le même côté gauche. Hein. Et dans ce cas-là, on est beaucoup plus prévisible, beaucoup moins dangereux et on paye son absence. Hein. Je voulais juste Non mais figure-toi que mettre j'y ai pensé pendant le match, mais on va quand même pas dire que l'Italie est mauvaise parce qu'il manque l'arrière gauche. non, mais je parle d'un point de vue tactique dans le schéma de Mancini, parce que C'est vrai. normalement, l'arrière gauche joue très haut et il est gauche pour permettre à Insigne de, de, se, de se recentrer pour que l'arrière gauche devienne ailier gauche et qu'on ait vraiment quatre personnes qui attaquent plus Barella qui vient faire ses incursions. Là, c'est pas totalement le cas, même si Emerson est assez est assez honnête dans ses prestations. Hein. Mais encore une fois, le jeu de Mancini est lisible. Soit il faudra se réinventer, changer un système, parce que là, tout le monde sait comment joue l'Italie et comment on peut les taper. Hein. Les Autrichiens l'avaient montré. Hein. À l'Euro, il y avait déjà une possibilité, ou soit on s'adapte. Hein. Comme tu dis, le vivier, certes, les clubs italiens misent pas trop sur les jeunes, mais pour avoir vu les espoirs, le milieu de terrain, Rovella, Ricci, qui est titulaire en Serie A, c'est très bien, et le jeune Luca, qui a un profil à la Luca Toni, qui joue à Pise en Série B, peut être une belle option si on mise sur lui. Hein. Et alors du coup tu n'as pas un joueur à évoquer en particulier, je crois qu'on a tout dit sur les individualités. Ouais, à la rigueur, Di Lorenzo, parce qu'il marque, mais c'est un but Non mais pas forcément en bien, hein, je veux dire un joueur sur lequel assez. tu voudrais faire un focus parce que soit il t'a espéré, soit il t'a plu. Donc si c'est Di Lorenzo, c'est Di Lorenzo. Oui, on a Di Lorenzo, et pour moi, est honnête, hein, il fait le taf, mais si on prend la forme du moment, tu as un Zappacosta à l'Atalanta qui est en pleine bourre et qui apporte beaucoup sur le côté. Hein. Donc peut-être pas tomber sur une routine et avoir un devoir de reconnaissance. Ça a souvent été un mal italien. Hein. Bearzot en 84, il manque l'euro.
et en 86 fait un mondial assez catastrophique en misant sur les champions du monde 82. On a souvent eu ce problème de reconnaissance pour les sélectionneurs. Et rappelle-toi Lippi en 2010. C'est ce que j'allais dire, Lippi en 2010, qui arrive à nous ressortir Camoranesi et Iaquinta 4 ans après. Rango, y a-t-il un joueur que tu aimerais évoquer en particulier? Sur ou en dehors Alors, du terrain d'ailleurs, peu importe, je ne sais pas, c'est très libre puisque j'ai l'impression qu'on a tout dit moi. bah oui, effectivement, on a tout dit, donc je vais peut-être juste appuyer une dernière fois sur certains joueurs qui n'ont pas été au niveau aujourd'hui. Je pense encore une fois que c'était collectif. Et alors, il y a eu de mémoire 4 joueurs qui ont aujourd'hui ont une grosse occasion de marquer, qui n'ont pas réussi à le faire. C'est Barella au début de match qui tire à 2 mètres sur Sommer, qui fait un bel arrêt, mais Barella doit la mettre dedans. C'est incroyable. À cette distance qu'il ne la mette pas, il doit taper dans le plafond. Enfin, voilà. Il y a forcément le penalty de Jorginho, qui d'ailleurs a changé sa manière de le tirer. J'étais assez surpris d'ailleurs qu'il n'utilise pas sa manière habituelle de le faire, même si elle me fait grincer des dents, puisque je suis jamais très serein sur ces penalties. Il y a le tir d'Insigne qui est dévié et qui est sauvé in extremis des pieds par Sommer, parce que le gardien s'était déjà couché. Et alors, il y a également cette frappe de Chiesa en milieu de deuxième mi-temps, avec 24e, ouais. avec un bel appel de Calabria sur le côté gauche qui lui permet de lui ouvrir le but. Et il tire avec un ballon qui lui reste un petit peu dans les pieds, où sa position de son corps est pas bonne et le ballon passe au-dessus. Bah, Donc c'est-à-dire qu'il fait voilà, un exploit individuel quand même, il est tout seul au milieu de 3-4 défenseurs, il crochette, il frappe, et c'est un Non, petit non, non, peu... je ne parle pas je ne parle pas de cette frappe-là. Je parle d'une frappe en deuxième mi-temps Ah, où en il deuxième mi-temps, oui envoie. c'est vrai, Ouais. tu as raison, excuse-moi, effectivement. Là en deuxième mi-temps, il était comme la plupart des autres cuits, et c'est vrai que là, ouais, il tente la frappe de loin. En même temps, c'est l'un des rares qui est essayé, hein, parce que on peut Ah dire oui, une oui, chose aussi, c'est je que ne les veux pas. Italiens frappent rarement de loin, et c'était la bonne décision. Après, techniquement, c'est vrai qu'il aurait dû réussir mieux son geste, d'autant qu'il est coutumier du fait. Supario. Oui, je voulais dire que le penalty raté, je voulais donner une statistique. Le dernier, à part Jorginho au match aller, le dernier penalty raté par un Italien dans le jeu, dans une compétition officielle, c'est Zola en 96. Après, on avait eu un sans faute, que ce soit les Baggio, Del Piero, Inzaghi, dans les matchs officiels, avaient réussi à transformer leur péno. Eh bien, messieurs, passons au mot de la fin de Rango. Le mot de la fin, mais écoute, j'ai rien préparé. Je t'avoue que je pensais avoir un mot de la fin un peu plus Bah, on positif. peut se projeter sur lundi, parce que la qualification n'est pas totalement impossible. Non, mais je vais essayer de me projeter un peu plus loin en partant du principe que la Suisse va assurer, va faire le job. Euh, Hier, apparemment, les Suédois ont perdu bêtement des points en Géorgie alors qu'ils avaient la possibilité de s'assurer la première place du groupe s'ils faisaient un sans faute, puisqu'ils avaient leur carte en main. Voilà, si on doit tomber en barrage contre une équipe, j'espère qu'on tombera contre eux, comme ça on pourra, j'espère, prendre la revanche pour la qualification du Mondial 2018 qui n'a pas abouti pour l'Italie. Donc tu penses que la victoire de l'Italie en Irlande du Nord est impossible? Ah non, mais à moins que j'ai mal compris, Bah, il y a à égalité à partir l'heure du... actuelle entre la Suisse et l'Italie, et c'est la différence de but qui fait la différence, et il me semble que l'Italie a une différence de but plus intéressante que les Suisses à l'heure actuelle. Exact, ce que j'aurais dit aussi. Alors j'ai peut-être loupé une information. Mais Si l'Italie et la Suisse gagnent leur dernier match, c'est l'Italie qui passe. Sauf erreur de ma part, hein, je demande à être démenti si c'est le cas, mais enfin, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Il faut pas qu'ils aient la même différence de but, qu'ils soient ex aequo, sinon les Suisses passeraient à la différence de but particulière C'est ça. sur les confrontations directes. Ouais. je pensais que la confrontation directe primait sur la différence de but Il semblerait générale. que non, mais je l'ai longtemps cru aussi, je te rassure. Voilà, autant pour moi, du coup. Et c'est vrai que l'Italie est loin d'avoir gagné en Irlande du Nord, sous Palio. Je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est vrai qu'apparemment, dans les statistiques, on n'a jamais gagné à Belfast ou en Irlande du Nord. Bon, après, on les a pas joués non plus un nombre incalculable de fois. Moi, le mot de la fin, je vais changer un petit peu de sujet. Un journaliste italien, Galeazzi, qui était important sur la RAI, qui présentait Novantesimo Minuto, est décédé. Je voulais juste lui rendre hommage parce que c'est une voix que j'ai souvent entendue dans ma jeunesse en regardant la RAI avant que certains programmes soient cryptés. Je voulais juste rendre hommage à cette voix, à ce journaliste italien qui m'a accompagné pendant de très longues années de l'adolescence
jusqu'à l'âge adulte, hein, finalement. Eh ben merci messieurs, nous nous retrouverons peut-être lundi si le cœur nous en dit, si également nous avons le temps parce que les matchs en semaine c'est jamais facile. Et puis sinon on retrouvera le Milan quelques jours après. Bonne nuit à tous, malgré cette déconvenue, cette déception qui fait mal, il faut bien le dire à tout un peuple. Et à très vite, salut! Salut!